Bienvenue à l'épisode 220 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable et durable de vos organisations. Les pressions économiques actuelles soulèvent l'importance d'une organisation efficace et performante. Plus que jamais, il est nécessaire d'assurer que l'ensemble de vos opérations et de vos activités reflètent les choix stratégiques et les priorités. Ironiquement, les fonds nécessaires à votre transformation se trouvent peut-être juste sous vos yeux, cachés dans les habitudes bien ancrées de votre organisation. Vos pratiques d'affaires reflètent le cumul des décisions antérieures et est rarement parfaitement aligné sur la stratégie actuelle. Cette situation engendre un problème particulier. Travailler à construire cet alignement demande des ressources. Et face à un contexte économique volatile, celles-ci sont plus difficilement accessibles. Beaucoup d'organisations ne peuvent ainsi s'investir pleinement dans leur transformation qui s'avère nécessaire. Mais si les ressources étaient présentes, c'est ce qu'on explore ensemble dans cet épisode. Bonjour Jean-François. Bonjour Éric. Jean-François, j'aimerais discuter avec toi du potentiel financier important associé aux activités et opérations non alignées. Je ne parle pas ici de performance, c'est-à-dire d'efficience, mais plutôt du potentiel associé aux activités non alignées sur la stratégie. Et ce que moi je réfère à l'efficacité. Il faut se rappeler que l'efficacité, c'est faire la bonne chose. L'efficience, c'est bien faire la chose. Et en d'autres termes, l'efficacité, c'est choisir les bons projets. L'efficience, quant à elle, c'est de les réaliser avec le moins de gaspillage possible. Au fil des ans, nous avons travaillé à plusieurs reprises avec des clients qui devaient faire face à des difficultés ou des perturbations du marché. Et afin de mettre en œuvre ces nouvelles priorités, ils se sont d'abord tournés sur le potentiel caché au sein de leurs propres opérations. Ce type d'intervention peut être réalisé auprès d'entreprises de différentes tailles et bien sûr œuvrant dans différents secteurs. Je pense que c'est important de le rappeler. Et pour pouvoir entamer notre discussion, il faut se questionner sur assurer cet alignement stratégique de la chaîne de valeur. Donc, pour ouvrir la discussion que j'aimerais avoir ensemble, il y a certains éléments clés de la démarche qui permettent de focaliser sur cette création de valeur et sur cet alignement stratégique des choix, ou du moins cette efficacité que je mentionnais. Et pour pouvoir aborder cette réflexion-là, le premier élément qu'on a travaillé avec les clients et qui demande toute première étape dans le démarrage d'une réflexion de ce type-là, c'est la préparation. Et souvent, pas juste souvent, mais il faut débuter par la stratégie. Parce qu'il faut être clair, la stratégie, c'est ce qui est nécessaire pour faire face aux enjeux actuels et à venir. Et documenter les choix, les activités, les compétences qui soutiennent la création de valeur, ça va permettre d'identifier les transformations nécessaires menant à l'organisation désirée. Donc, ça veut dire quelque part que ça nous permet de voir quel est le chemin à parcourir. Oui, bien entendu. C'est très riche tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bien entendu, c'est une question de où sommes-nous aujourd'hui et où allons-nous? Donc, effectivement, comme cette stratégie-là, on a dit, elle est toujours en mouvement. Et puis, Mintzberg nous avait dit, il y a une stratégie formelle, puis il y a une stratégie, je veux dire, émergente, qui est présente chez tous les gens d'une manière assez intuitive. Donc, chaque entreprise a son histoire. Moi, j'appelle ça leur histoire stratégique. L'histoire de la formalisation de toutes ces questions-là. Donc, oui, bien entendu, tout commence par là. Sinon, c'est difficile de s'assurer comme tu dis, qu'on est tous alignés sur la même direction. Je ne veux pas dire la bonne, mais au moins sur la même direction. Ensuite, tu parles de transformation. Je pense que c'est important de rappeler à tout le monde qu'une transformation ou des transformations, mais une transformation, c'est un ensemble de changements. Donc, ou de projets. Enfin, on reviendra un peu là-dessus. J'y reviendrai au fur et à mesure qu'on continue à décrire ça. Pourquoi? Parce que il y a une cohérence à assurer entre chacun de ces éléments-là.
Et bien sûr, dans cette préparation-là, il y a son petit frère qui n'est pas très loin, qui s'appelle le diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut faire l'écart entre la situation actuelle et la situation voulue, l'organisation actuelle et l'organisation qui est désirée. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut analyser les différents secteurs d'opération, l'état des résultats, l'ensemble du portfolio de dépenses, les choix de la stratégie, bien évidemment, s'articulent autour des différentes activités de l'organisation, les ressources allouées, les choix des différents partenaires, tous les éléments qu'on connaît très bien par rapport au modèle d'affaires. Et cet élément-là, comprendre cet écart-là, c'est-à-dire que veut pas, il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait alignés par rapport à la destination qui est choisie. Ouais. Et pour moi, quand on dit des éléments qui ne sont pas tout à fait alignés, la difficulté est dans le mot élément. Donc, encore une fois, moi, je viens du changement dans une grosse partie de mon activité, c'est encore l'accompagnement du changement, l'enseignement de l'accompagnement au changement, le développement des capacités à changer des organisations, le as-is et le to-be. Henrik Newberg, dans ses podcasts, là, Spotify Engineering Culture, qui aujourd'hui, croyez-le ou non, ils ont 11 ans, ces podcasts-là, et ils semblent encore en avant-garde. Mais Newberg, il dit, définis ton idéal, et puis maintenant, on va commencer étape par étape à construire pour s'y rendre. D'accord? Donc ça, je reviendrai là-dessus sur les approches pour les transformations. On va les distinguer des approches pour les changements ou les projets. Ensuite, le mot élément. Hein? Donc, les éléments, donc, on va élément par élément, mais c'est quoi les éléments? Bon, les éléments, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez utiliser les manières que vous avez utilisées pour faire l'analyse stratégique de l'organisation. Alors, souvent, on va retrouver ça par métier, par fonction, par processus, par les 7S de McKinsey, hein, pour ne rien oublier, style, stratégie, produit, service, staff, compétences, structure, système, par ligne de produit, par géographie, par KPI. Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Je ne veux pas en vendre un plus qu'un autre, mais c'est bien beau de dire where to play, how to win, ou value proposition et business model. Encore une fois, est-ce que si vous le faites selon un ou selon l'autre, peu importe, mais soyez cohérent dans la façon d'analyser le as-is et de définir le to-be. Voilà, c'est mon seul élément sur lequel je serais insistant. Et pour poursuivre dans le diagnostic, évidemment, ça demande de catégoriser et d'identifier les différents profils de besoins, les pratiques d'affaires, les standards d'opération. Il faut se poser la question à ce moment-là, comment la valeur désirée s'exprime au travers de ces différents éléments, à travers des spécifications, l'expression des besoins, de la performance actuelle. Est-ce qu'on est au niveau où est-ce qu'on doit être pour pouvoir livrer la valeur qu'on désire livrer à notre clientèle, au marché, où est-ce qu'on veut être différent, où est-ce qu'on se positionne. Et ce que ça va amener, en troisième point, c'est de réviser l'alignement de l'organisation par rapport à ses pratiques, donc envers les priorités et les choix stratégiques. Il y a peut-être des secteurs dans lesquels on veut investir davantage, il y a peut-être des secteurs qu'on veut peut-être laisser aller, ça demande certaines réflexions, il y a peut-être certaines opportunités d'innovation qui sont déjà sur la planche à dessin, d'autres qui doivent apparaître. Donc, comment est-ce qu'on navigue dans tout ça et où est-ce qu'on doit accélérer, qu'est-ce qu'on doit ralentir? Cet écart-là prend différentes saveurs, différentes formes. Oui. Et aussi, bien entendu, quand chaque objectif doit avoir son propre portfolio de projets. Et chaque projet, bien entendu, son volet changement. Je reviendrai sur projet et changement et projet de changement, la petite distinction. Vous savez, il y en a ceux qui nous écoutent régulièrement vont me trouver fatigant, mais ça reste très, très important qu'on puisse se dire pour telle façon de regarder l'organisation, on a un ensemble d'initiatives. On parlera tout à l'heure de la priorisation, justement, là, mais on a au moins un portfolio de choses à faire et de se dire aussi par où je commence. Hein? Je me souviens du podcast avec François Shenby qui disait bien ça. Hein? C'est bien l'agilité, mais on peut pas faire que ce que le client demande. Il y a des considérations qui lui disait architecturales en matière de développement logiciel.
Ben, en matière de développement organisationnel ou de changement stratégique, il y a aussi un ordre des choses dans lequel on doit les faire, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas aller par 100% agile. Claude Desmond dirait, on fait que de l'hybride dans le fond. Et toujours dans la dynamique de diagnostic de l'organisation par rapport à l'écart qui existe au niveau de la stratégie de où nous sommes et où on veut aller, ben ça nous amène donc à regarder ces opportunités d'optimisation, pas seulement au niveau de l'organisation en soi, pas seulement au niveau simplement, si je peux le dire de cette façon-là, du client, mais de regarder tout au long de la chaîne de valeur. Donc, ça doit inclure aussi les différents partenaires, les écosystèmes auxquels on est affilié et de revoir les standards d'opération, les choix des pratiques, le choix même des partenaires, les façons de s'intégrer à eux ou de ne pas s'intégrer à eux et de regarder aussi peut-être de pousser la réflexion en termes de compétences maîtrisées par rapport à toute cette gestion-là et celles qui sont peut-être dorénavant moins nécessaires. Donc, on peut regarder aussi ces choix-là, non seulement en termes de secteur d'activité où est-ce qu'on veut s'impliquer, où on veut peut-être se séparer ou se délester, mais on peut le regarder aussi en termes de compétences. Qu'est-ce qu'on maîtrise comme savoir-faire et quels savoir-faire ne seront plus nécessaires dans l'avenir. Je pense que c'est une autre perspective, une autre lunette, mais elle est importante pour pouvoir diagnostiquer les opportunités d'optimisation. Oui, et tu dis maîtriser celles qui sont, entre guillemets, périmées, et il y a celles à développer. Hein? Donc, il y a cette troisième catégorie je pense qu'on oublie un peu. On regarde aussi, c'est j'arrête ou je recommence, j'arrête ou je continue. Oui, mais il y a des choses qu'il faut commencer à développer. Hein. On en parle régulièrement. David en a parlé beaucoup, comme quoi l'accompagnement du changement ou la gestion du changement, c'est quelque chose que les organismes continuent à développer. J'en reparlerai un petit peu plus loin, mais c'est aussi un point de vue très, très important parce qu'il y a des choses, comme tu dis, qu'on fait qui ne nécessitent plus d'être faites. Moi, chez mes clients, j'ai souvent utilisé l'ingénierie de la valeur. Est-ce que ça crée de la valeur pour notre client, pour notre façon de faire. Hein? C'est pas que le client. Là. Le client n'a pas toujours raison des fois. On a besoin de systèmes de contrôle interne. Il y a tout un ensemble de facteurs ici. Et on faisait ça d'une manière collégiale. Autrement dit, toutes les fonctions étaient invitées. Pourquoi? Parce que moi, je peux penser que ça sert à rien alors qu'il y a quelqu'un qui sait exactement pourquoi on a besoin de continuer à faire ça. Soit de le faire de telle ou telle manière. Donc, évidemment, pour être en mesure de libérer des ressources cachées, des ressources financières, ben là, on est rendu à la fin de notre diagnostic, ça nous amène à établir un plan de travail. Donc, ça nous permet de mettre en relation les gains potentiels, les efforts requis pour atteindre ces objectifs d'alignement. Et dans ce contexte-là, ben, ça nous permet surtout de focaliser sur clairement identifier la valeur à capturer, son niveau d'effort qui doit être déployé pour la capturer et évidemment la taille de cette valeur-là. Donc, ça nous donne un plan de travail, ça nous permet de savoir comment qu'on peut espérer mettre la main sur cette capture de valeur. Oui. Haute valeur, peu d'effort, hein? C'est un no-brainer. On va parler de quick win dans ce temps-là. Et quand tu me dis capturer la valeur, moi, je peux que parler d'agilité parce que l'agilité, le client attribue une certaine valeur à une fonctionnalité ou à un besoin, hein? À un ensemble. Et donc, les agilistes, eux autres, sont arrivés avec un petit acronyme intéressant qui s'appelle MOSCOW. Hein? Must have, should have, could have, won't have. Hein? On peut utiliser des barèmes pondérés, toutes sortes de choses, mais il faut commencer à regarder ça avec un œil critique. Donc, bien entendu, la valeur créée et aussi, comme François Chenby nous le disait, à bien penser en termes architectural. Autrement dit, j'ai besoin d'une fondation avant de monter les murs. Voilà. Donc, il ne faut pas tomber dans le tri simple. Valeur, grosse valeur, oui, tout de suite. Peut-être on doit passer par là avant d'arriver à cette destination-là. Et là, ben, ça nous amène à parler de mise en œuvre. Et avant de commencer, juste pour répondre au point que tu viens de mentionner quand on parle de planification, je me rappelle des cas où est-ce qu'on a travaillé dans certains dossiers clients, on divise dans le fond notre planification en différentes vagues. Comme on t'a dit tantôt, la première vague c'est peut-être pas l'endroit où est-ce que le maximum de capture de valeur, mais ce qui est important, c'est que ça permet de créer un momentum. Ça permet de tester et de faire en sorte qu'on crée une habitude d'aller chercher justement cette valeur-là, d'aller chercher rapidement, d'avoir les bons éléments
je dis les bons éléments, les bonnes personnes associées à l'effort dans l'organisation et qui permet d'avoir des résultats qui nous permettent de célébrer certaines victoires. Et là, je mets le pied dans l'exécution, dans la mise en œuvre. Il faut penser à débuter les travaux en focalisant sur des victoires rapides. Et donc, il faut viser le haut potentiel de gain avec une forte facilité de mise en œuvre, comme je l'ai mentionné, et ces gains vont générer un momentum positif qui vont financer les transformations à venir. Parce que ça va être un peu plus difficile, il va falloir être capable de les financer en efforts et en argent, tout en gardant une capture de valeur pour nos autres projets ou pour faire face aux transformations qui sont plus substantielles. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. On se finance au fur et à mesure par nos propres résultats. Oui. Oui. Après aussi, ça c'est du cutter pur jus. C'est vraiment le fameux low-hanging fruit, les quick wins, enfin, toutes ces questions-là. Effectivement. Pourquoi? Je pense que c'est important pour pouvoir montrer que ça fonctionne, montrer qu'on s'en va dans la bonne direction, montrer que amener des preuves tangibles, des éléments tangibles, c'est pas juste du blabla. Puis après ça aussi, dans l'organisation, il y a des gens qui vont embarquer rapidement et il y a des gens comme moi, on est plutôt late adopters. Je suis pas un laggard, mais je suis plutôt late adopter. Donc, moi, des fois, je vais, OK, on va attendre de voir. C'est important de voir, de bâtir ce momentum et de montrer que, oui, on va le faire, on l'a financé, on a réussi ça. Maintenant, on continue, on va à la phase 2, phase 3, phase N, ou itération X, Y, Z, enfin, peu importe. Mais je pense que ça aussi, c'est très, très important de montrer que ça marche. Et le point que tu mentionnes, ça fait écho à mon deuxième élément que je veux soulever en termes de mise en œuvre, c'est qu'à chaque organisation, on va déterminer son propre fonctionnement de projet qui va être aligné sur sa culture, sur ses objectifs visés. Oui. Et à quoi tu fais écho quand tu mentionnais l'exemple que tu viens juste de soulever? Bien évidemment, ça demande de la communication, dans certaines organisations, plus d'explications. Il faut peut-être dans d'autres styles d'organisation impliquer plus activement certains acteurs clés. Il faut comprendre où sont les résistances. Il faut naviguer dans un environnement donc qui est propre à chaque organisation. Il faut en tenir compte. C'est une typique gestion du changement, mais c'est de la gestion de projet. C'est tous ces éléments-là qu'on parle souvent sur le podcast qui sont tous interreliés les uns dans les autres. Oui, et vous savez, ceux qui nous écoutent régulièrement savent qu'il y a plusieurs façons de gérer un projet. Pour le changement aussi, ou le changement associé à un projet, il y a différentes façons, différentes approches d'accompagner le changement pour ces choses-là. Donc, c'est important de faire les bons choix en fonction, comme tu dis, de la capacité et du passé aussi, parce que chaque sous-organisation va avoir aussi son habileté propre, ses compétences propres, et ça peut être assez variable d'une à l'autre. Je pense que c'est très important de garder ça en tête, que tout le monde n'ira pas nécessairement à la même vitesse. Tout à fait. Et c'est pour ça que tantôt, je mentionnais qu'il fallait procéder par phase. C'est un élément que je veux soulever. Il faut garder en tête l'équilibre, comme je le mentionnais, entre facilité de mise en œuvre et gain potentiel. Mais bien évidemment, le test de la réalité, ça c'est quand on le planifie, c'est tout beau, c'est sur un plan, on s'est fait une tête. Dans la réalité, il faut souvent corriger, il faut optimiser, il faut peut-être ajuster le plan, faire en sorte qu'on se rend compte que finalement, l'alignement nécessaire, ultimement, dans une organisation efficace, ce qui a été planifié et la réalité n'est pas tout à fait pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut garder le pouls sur où est-ce que c'est facile, où est-ce que ça va. On va avoir des résultats plus significatifs plus rapidement. Et à d'autres points, il va y avoir des points de contention, il va y avoir de la résistance. Il faut comprendre ces points de résistance et ajuster le tir par rapport à la conduite de la transformation et du changement par le fait même. Oui, tout à fait. Et aussi, dans cet équilibre-là, il faut penser, je l'ai dit tout à l'heure, penser fondation avant de penser toiture. Et aussi, transformation implique plusieurs projets. Et à l'intérieur d'un projet, même à ça, tous les projets ont des phases. Je ne les détaillerai pas ici, mais on peut faire conception, réalisation, test, livraison, par exemple. Une transformation, on va avoir plusieurs projets. Et donc, penser ces petites, ces petits, mieux vaut un petit pas réussi qu'un gros pas moyennement réussi ou partiellement échoué, encore pire. Donc, je pense que c'est important de garder ça en tête. Donc, on voit que pour certaines choses, effectivement, il faut penser itérativement et incrémentalement parce qu'on va découvrir des choses. On va trouver des choses, comme tu dis, un plan, oui, mais la carte n'est pas le territoire.
gardez-vous de la place pour faire des découvertes. Et bien évidemment, quand on parle de la mise en œuvre, quand on a terminé une phase, c'est important de réallouer les sommes capturées aux projets porteurs qui peuvent élever votre organisation. Il faut réallouer les ressources selon les priorités stratégiques. Il ne faut pas attendre la fin des différentes phases, on y va progressivement. Et avant de parler du monitoring, qui est la grande étape suivante, je voulais soulever, au tout début, je mentionnais que c'est applicable. Ce qu'on vient de parler s'applique à toute forme d'organisation et à toute forme de secteur d'organisation. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on a travaillé ce genre d'intervention dans des PME, dans des entreprises d'1 milliard et plus de chiffre d'affaires, donc des très grandes entreprises, et ça s'est fait autant sur une perspective qui touchait des priorités clients ou dans d'autres secteurs, des secteurs qui touchaient toute la chaîne de valeur, donc les différents fournisseurs, les pratiques d'affaires internes. Donc, il y a différentes lunettes qu'on peut appliquer à on peut amener le focus à différents endroits aussi dans l'organisation pour s'assurer de cet alignement-là. Donc ça nous amène à notre dernière grande phase, c'est-à-dire le monitoring de nos progrès. Il faut s'assurer d'une gouvernance de la démarche et je pense que ça, c'est important. Qu'on parle ici de transformation, qu'on parle de stratégie ou qu'on parle de gestion des opérations, il faut s'assurer d'une certaine forme de gouvernance. Et ici, le monitoring continu est nécessaire pour anticiper les impacts budgétaires et confirmer les résultats obtenus. C'est une chose de dire qu'est-ce que j'ai anticipé au niveau du planning, qu'est-ce que j'ai négocier ou qu'est-ce que j'ai mis en œuvre, mais souvent, les résultats vont se faire attendre quelques semaines, quelques mois plus tard. Donc, ce monitoring-là, faire le fil conducteur de ces temporalités-là est important. Et dans une conduite d'un tel projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisation développe un regard évidemment unique sur sa création de valeur et est capable de développer cette habitude de cette temporalité-là et être capable de mieux planifier. Plus on va avancer dans ce type de conduite de changement, dans ce type de transformation, les apprentissages qui vont en découler vont être de mieux en mieux intégrés aux pratiques courantes. Je pense que ça, c'est important de le soulever. C'est une compétence, ultimement, qu'on doit maîtriser et plus on la fait, mais plus on devient meilleur en tant que tel, autant dans sa planification, dans son diagnostic, que dans sa conduite de transformation. Et je le rappelle, comme je le disais tantôt, c'est applicable à toute forme d'organisation, peu importe son secteur ou sa taille. Mais bien sûr, l'ampleur des résultats pourra certainement varier, mais l'essence et la valeur de l'exercice resteront les mêmes, peu importe la taille ou le secteur. On est d'accord. Et les bénéfices de l'alignement, évidemment, vont être significatifs avant de focaliser sur l'efficience, comme je le mentionnais au tout début, l'efficience des opérations. C'est important de focaliser sur l'efficacité. Donc, s'assurer que notre organisation est alignée sur nos priorités. Il faut souvent faire attention à cet élément-là. Je me rappellerai toujours de mon professeur à l'université dans ma jeune vingtaine qui nous expliquait une entreprise peut être excellente à faire des gilets de sauvetage, c'est-à-dire des gilets de sauvetage, on peut en produire rapidement, mais si on les produit avec du béton armé, on manque le coche sur la fonction même du gilet de sauvetage. Donc, efficacité, efficience, très important de garder ça en perspective. Donc, il faut s'assurer que nos différentes activités contribuent bien évidemment à notre création de valeur et que les choix de la stratégie soient bien alignés au niveau de notre organisation. Et si on fait ça, ça va nous permettre de maximiser nos chances de réussite par rapport à nos objectifs stratégiques, mais aussi par rapport à notre capacité d'exécution de l'organisation. Et rappelez-vous que trop d'efficacité peut nuire à la résilience. Et on a besoin de résilience dans ce monde post-COVID et dans ce monde Trump 2, appelons-le comme ça. Donc, en conclusion, réaliser une telle démarche demande du courage et de la détermination comme dirigeant et bien sûr de la discipline. Certains pilotent leur organisation en maintenant cet alignement continu. La gestion de la stratégie est omniprésente et les ajustements sont alors ponctuels et spécifiques. D'autres, cependant, attendent une crise ou un événement disrupteur majeur pour réaliser cet alignement. Les changements sont alors plus difficiles et ont le potentiel d'être plus dramatiques pour l'organisation. Mais dans tous les cas, cet ajustement est requis. Et en tant que dirigeant, les moyens sont là pour transformer votre organisation. Bien sûr, le temps de passer à l'action et de libérer le potentiel qui est latent dans beaucoup d'organisations. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes au www.inteliaconsulting.com/épisode 220.
Et nous vous invitons aussi à vous abonner à notre lettre hebdomadaire où nous abordons tous les mardis réflexions et perspectives vous permettant de développer votre action stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine. À bientôt, Jean-François. Merci, à bientôt, Éric. Allez, au revoir.